cette fin 2018, je vais m'éloigner de l'Amérique latine et de l'Asie pour aller à la découverte d'un pays d'Afrique, l'Éthiopie. État de la Corne de l'Afrique, ce pays a des frontières communes avec l'Érythrée, la Somalie, le Soudan, le Kenya et la République de Djibouti. Derrière le Nigeria, il est le deuxième pays d'Afrique par sa population avec plus de 107 millions d'habitants. Notre première étape sera la ville de Lalibela, située au cœur de l'Éthiopie, dans une région montagneuse située à 645 km au nord d'Addis-Abeba. Le village de Lalibela compte des maisons rondes à étages, bâties en pierre rouge locale et connues sous le nom de Lasta Tukul. Cette région est surtout connue pour ses 11 églises médiévales monolithiques creusées dans la roche. En ce début du mois de décembre, nous avons justement la chance, dès le lever du soleil, d'assister au pèlerinage de Saint-Georges au son des haut-parleurs hurlant l'appel à la prière. La construction des églises est attribuée au roi Lalibela, qui, au XIIe siècle, entreprit de construire une nouvelle Jérusalem après que les conquêtes musulmanes eurent mis un terme au pèlerinage chrétien en Terre Sainte. Ces 11 églises monolithiques médiévales sont creusées sous le niveau du sol, dans la roche, sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur et d'un seul bloc. Beth Georgis, ou église Saint-Georges, est l'un des 11 bâtiments rupestres de Lalibela. Cette bâtisse a été taillée dans la roche au début du XIIIe siècle et est la plus célèbre et la plus récente des 11 églises de la Nouvelle Jérusalem. 3400 mètres cubes de rochers durent être enlevés pour détourer l'église extérieurement et ainsi constituer la cour et ses environs. Dans les montagnes au nord-est de Lalibela se trouve l'Abouna Yosef, un massif culminant à 4190 mètres d'altitude. Là se trouve l'église Yemreana Christos, située à l'intérieur d'une grotte et s'enfonçant à l'intérieur de la montagne sur environ 45 mètres. Des ermites vivent enturbanés dans ces creux rocailleux. Au fond de la caverne, derrière un petit muret, un macabre enchevêtrement de milliers de squelettes glace le sang des visiteurs. Ce sont les corps de 5740 chrétiens venus d'Égypte pour recevoir la communion des mains du Saint-Roi Yemréa. En route maintenant, au travers des terres fertiles de Raya Azebo, pour la ville de Mekele, plus au nord. D'une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés, l'Éthiopie dispose de 65% de terres arables. La déforestation s'est considérablement accrue au cours du XXe siècle et constitue un problème environnemental majeur. Les forêts ne constituaient plus que 3% du territoire en 2007. Son très riche cheptel, constitué de 27 millions de bovins, 24 millions d'ovins, place le pays au premier rang continental et au 10e au niveau mondial. Done
Dans les régions des hauts plateaux, entre 2400 et 3800 mètres d'altitude, le climat est tempéré et le sol est riche. C'est dans ces régions, qui constituent le cœur historique de l'Éthiopie, que l'on trouve encore aujourd'hui la majeure partie de l'exploitation agricole. On y cultive le teff, céréale dépourvue de gluten, le sorgho, plante herbacée également sans gluten, et le maïs. Tout doucement, nous allons quitter les hauts plateaux et nous diriger vers le nord-est, vers les déserts éthiopiens et plus précisément le désert du Danakil. Cette fois, des 4x4 sont indispensables, car le paysage devient plus hostile. Nous entrons dans le district de la mer Rouge. Ce contraste avec les hauts plateaux est en grande partie dû à l'activité volcanique qui a formé cette région il y a environ 40 millions d'années. Des failles profondes se sont alors ouvertes dans la roche et les couches sédimentaires, laissant la lave basaltique lentement recouvrir la terre. Pas question ici de tomber en panne, et pourtant, même les 4x4 ne résistent pas à ce terrain accidenté. Nous sommes à 125 mètres sous le niveau de la mer. Cette course folle des deux véhicules dans le sable du désert restera un des moments forts de ce périple. Bien sûr, on est un peu secoué, mais c'est génial quand même. La chaleur dans ce désert en décembre atteint généralement les 45 degrés. Les précipitations annuelles sont de l'ordre de 100 à 200 mm. Ce territoire est réputé dangereux. Aussi, pour pouvoir y pénétrer, nous devons avoir une autorisation délivrée par les autorités locales. Les Afars sont les habitants de cette région. Ils représenteraient plus de 6 millions de personnes. 4 millions sont en Éthiopie, 946 000 en Érythrée et 431 000 à Djibouti. Ils sont majoritairement de confession islamique sunnite. Nous sommes heureux d'arriver au camp de base du volcan Ertale. Nous monterons au volcan à la nuit tombée pour éviter de marcher dans la fournaise. Là-haut, grosse déception. Le lac de lave que nous aurions dû voir reste caché à nos yeux, car la fumée émise par le volcan est vraiment trop épaisse. Ertale signifie montagne fumante en langue afar. C'est un volcan bouclier situé à 2 heures de marche de l'Érythrée. C'est aussi un lieu dangereux politiquement. Des commandos de rebelles basés en Érythrée ont déjà attaqué des touristes dans ce secteur. En novembre 2017, un touriste allemand a été abattu près d'ici, lors de la montée au volcan.
La descente, commencée de bon matin, se termine dans une chaleur étouffante. Oh là, les autos. Parfait. Un peu de repos dans un hôtel local avant de repartir pour le village de Ahmet Illa où nous passerons 2 nuits. Bien sûr, notre gîte est très loin d'être un 5 étoiles, mais bon, c'est ça l'aventure. Nous sommes venus pour ça au fond. En route très tôt le matin pour le lac Karun. Ici, il y a quelques 30 millions d'années, une éruption volcanique a provoqué une fracture de la croûte terrestre. Les plaques tectoniques se sont écartées. Une faille large et profonde s'est formée et, à l'est, les montagnes ont repoussé la mer Rouge vers la péninsule arabique. Depuis, la Terre est à cet endroit recouverte d'une couche de sel qui peut atteindre 2 km d'épaisseur. Depuis la nuit des temps, les nomades Afars extraient ici à l'aide de longues perches de bois des plaques de sel appelées amolées, que des caravaniers convoient à dos de dromadaires. Cet or blanc est leur seule ressource. Les dromadaires sont les seuls animaux qui peuvent vivre et travailler dans un espace aussi aride. La bosse du dromadaire, contrairement à une légende tenace, n'est pas une réserve d'eau, mais d'énergie. La bosse est un amas de graisse blanchâtre qui peut dépasser les 100 kg. En saison chaude, il peut se passer de boire pendant 2 à 3 semaines et en saison fraîche, pendant 4 à 5 semaines. Plus loin, après le désert de sel, nous arrivons au point chaud de notre séjour, le Dalol. Avant d'aller à la découverte des bassins acides, nous déambulons sous bonne garde dans le canyon de Sel Rose. Sa découverte par les premiers colons européens date certainement des premières colonisations et expéditions dans la région au XVIIe ou XVIIIe siècle. L'endroit demeure peu visité à cause des tensions persistantes entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ces 10 dernières années ont d'ailleurs été marquées par plusieurs prises d'otages de voyageurs occidentaux dans les environs de notre village d'Ahmet Illa. Dalol s'apparente à un dôme d'une quinzaine de kilomètres carrés façonné par les remontées d'eau chaude du système hydrothermal. Le dénivelé n'est pas important, mais la chaleur rend la marche pénible, sans compter la stabilité du terrain. La zone désolée du Dalol est connue pour ses curieuses formations géologiques, des sources chaudes acides, des montagnes de soufre, des colonnes de sel, de petits geysers gazeux, des vasques d'acide isolées par des corniches de sel et concrétions d'évaporite, de soufre, de chlorure de magnésium, de saumure et de soude solidifiée. Ces édifices géologiques ont été formés lorsque la mer Rouge a inondé à plusieurs reprises la dépression, il y a plusieurs milliers d'années. Le passage de la mer a construit des dépôts salins autour du volcan, et l'évaporation de l'eau combinée à l'absence de vent a, avec le temps, formé ces colonnes de soude. Le soufre, en grande concentration, est aussi responsable de la création de concrétions cristallines, principalement autour de bouches fumoliennes actives. Ainsi, on observe près des solfatares des sortes de grandes fourrures de soufre jaune ou orange cristallisées.
Nous terminerons la visite du Dalol par le lac Noir. Pas question de s'y baigner cependant, car sa température dépasse les 70 degrés. C'est avec un brin de nostalgie que nous reprenons le chemin d'Ahmedillah, puis de Mekele, où nous attend ce soir un avion qui nous ramènera en Europe. Un dernier regard sur le désert salé, une dernière rencontre avec une colonne de dromadaires, un dernier coucher de soleil avant l'envol et le retour vers un hiver qui va contraster sérieusement avec la fournaise et la lumière aveuglante du Danakil.